depuis que Fonya Singbe a pris, depuis tous les efforts, où est-ce qu'on est allé signer un accord? C'est en France, justement. Et aux États-Unis. Aux États-Unis. Il y a eu une conférence en France pour mobiliser les moyens. C'est la France qui a plus donné les moyens. Justement. Donc, ça veut dire en réalité que ce n'est pas que Fonya Singbe est réellement ce médiateur. Non. L'Union africaine, il fallait quelqu'un, un chef d'État africain, entre guillemets, et ils ont pensé, puisque Fonya Singbe était demandeur, l'Angolais... Demandeur. Est-ce que vous avez l'information qu'il était demandeur? Oui, je ne viendrai pas dans les détails, mais je répète qu'il était demandeur. Et le président angolais lui a refourgué la patate chaude. Parce que l'Angola aussi comprenait que ce problème était loin de sa sphère immédiate. Les gens savent d'où viennent les ramifications en RDC. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que c'est aux États-Unis qu'ils sont allés signer cet accord. Et vous verrez que les fonds ont été mobilisés à partir de la France. Donc ça veut dire que ça n'a jamais été un problème africain à 100%. Il y a des acteurs qui jouent derrière. Et il fallait maintenant l'amener à un certain niveau. Donc, même confier cette responsabilité à Fonya Singbe, c'est juste parce que personne ne voulait être utilisé comme le dindon de la farce et on le lui a refusé. Alors, et si l'Union africaine, au-delà des discordes que les Togolais avaient entre eux et le président, voyait en la personne de Fonya Singbe quand même un profil qui pouvait apporter quelque chose? Vous savez, quand Edem Kodjo, malgré toutes ses qualités, avait été proposé par l'Union africaine pour la médiation en RDC. Vous vous souvenez de ce que Feu Tshisekedi lui a fait subir? Et pourquoi il le lui a fait subir? Justement parce que pour lui, Edem Kodjo avait joué un rôle qui était à ses yeux négatif en interne au Togo en termes de démocratie, et il voyait difficilement comment est-ce qu'il pouvait faire confiance à Edem Kodjo dans le cadre de cette médiation. Donc ce que je... Oui, bonjour Nami. Et matin à Mila Mila senyalo ni formulaire Mila c'est Mila pour de nuanti live et remali son watcho fait été non live de mecho à me suivre live Mila était sur live me suivre pas de ne pour opposition que opposition on va que mi va legbedo ou à comme il y a ni dona dijono mais à quoi pour tout nous anti fameux non live à mecho ya me de la no la monter là pour tout tia elle a du dijona de là non live à me la monter là pour pouvoir suivre fait mais et non live de mecho là pour tout tia elle a du dijona mlo c'est amle de kupuna me ay am de les filles non live à mecho nya fait été glolenga là la va les filles elle a du dijon mlo c'est beaucoup de mlelo mina senya nya que je dis et sur lequel j'aime insister, j'aime parler d'éthique. Vous ne pouvez pas vouloir régler un problème et donner des gens qui ont des casseroles. C'est factuel. Est-ce qu'aujourd'hui, la Cour de justice confirme que Fonya Singbe a des casseroles ou pas? Oui, il y a un arrêt qui est là qui le confirme. Ces organisations africaines, quand elles attirent l'attention aujourd'hui de l'Union africaine, c'est justement l'Union africaine pouvait dire et prétendre politiquement qu'il n'y avait rien au Togo. Mais aujourd'hui, on a une décision de justice qui le confirme. Et dans l'espèce actuelle, peut-être que l'Union africaine pourrait pousser son hypocrisie en disant qu'elle n'était pas au courant de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pourquoi ces organisations ont pris sur elles maintenant de lui apporter cette décision. L'information. Voilà. Afin qu'ils ne disent pas, qu'ils ne sont pas informés. Alors, ces organisations de la société civile ont quand même formulé des recommandations que nous allons interroger une après l'autre. Alors, ils recommandent d'inviter les organes compétents de la CEDEAO, de l'Union africaine, à réexaminer toutes les missions de médiation ou de facilitation confiées aux autorités togolaises à la lumière des conclusions de l'arrêt. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, selon vous? Les conclusions de l'arrêt sont celles-ci. Le Togo a violé l'article 23 et il y a un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Okay? Donc, est-ce à dire, pour le mettre dans un jargon plus terre à terre à nos auditeurs, c'est comme si aujourd'hui, on dit que
Ibrahim Traoré a fait un coup d'État au Burkina. Et malgré ça, on prend Ibrahim Traoré comme médiateur pour une crise au niveau continental. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas. Mais le sens de l'arrêt, c'est celui de dire que à l'article 23, il y a plusieurs types de crimes qui sont tous considérés de la même manière. Donc, un changement anticonstitutionnel de gouvernement, c'est la même chose qu'un putsch militaire. Et donc, à ce titre, pour eux, ce n'est plus possible que Fonia Singbe puisse porter ce manteau au nom de l'Union africaine. Alors, je pense qu'ils abordent votre idée au point de disent, appliquer les sanctions prévues par l'article 45 des protocoles additionnels de la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO concernant les États ayant bafoué les principes démocratiques, notamment la sanction de suspension de l'État concerné, les instances de la CEDEAO. Est-ce que vous y croyez vraiment? Vous savez, je suis obligé de croire au droit parce que j'ai pas d'autre chose auquel croire si ce n'est la force du droit. Parce que aujourd'hui, le droit, c'est la seule chose qui peut nous permettre d'interagir à armes égales. Parce que s'il fallait laisser de côté le droit et voir, vous savez, bon, moi, je suis maigrichon. Qu'est-ce que je peux faire si le droit n'est pas avec moi? Qu'est-ce que les Togolais peuvent faire d'autre? Donc, nous devons garder force au droit. Et garder force au droit, ça veut dire que les textes de droit ne doivent plus être négociés politiquement ou non. Ce sont des textes de droit. Et cette charte, tout comme le protocole additionnel, ne sont pas venus par magie. Ce sont des textes qui sont venus en tenant compte des problèmes que nous avons eus dans nos pays, sur notre continent, et en anticipant, en prenant des mesures de sorte qu'elles ne se répètent pas. Ce sont des garanties de non-répétition. Mais si on reste toujours dans l'optique, comme quelqu'un me dira tout dernièrement que bon, on parle de transition alors qu'il n'y a pas de guerre au Togo. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que certaines choses peuvent conduire à certaines choses, mais au même moment, quand la loi considère quelque chose, elle le met dans une catégorie donnée. Mais est-ce que le droit n'est pas en Afrique confronté au principe de la réalité? Non, attention. Du réalisme. Attention. Pourquoi est-ce que l'État togolais chaque fois fait des communiqués pour nous demander de respecter la loi? S'il fallait se limiter à nos réalités, pourquoi nous on peut respecter la loi et ceux qui nous dirigent ne vont pas la respecter? Justement, on est en phase de constater que ceux qui nous dirigent ne respectent pas le droit. Oui, et justement, on ne peut plus. Quand on parle d'un état de droit, c'est justement le fait que l'État devient injusticiable vis-à-vis des droits. Je vous renvoie à la Cour de justice de la CEDEAO. Dans l'un de ces dossiers les plus phares, qui a été celui de condamner l'État du Niger pour cause d'esclavage. Et dans cet arrêt, l'État du Niger n'avait pas d'esclaves. Mais l'État du Niger a fermé les yeux sur une pratique qui était l'esclavage au Niger. Et donc, ça veut dire que l'État a une obligation. Si nous nous mettons sous la coupole d'un État, entre guillemets, un État de droit, ça veut dire justement que on veut s'assurer que la loi s'applique à tout le monde, peu importe qui on soit. Donc, très vite, arrêtons de croire que en Afrique, le droit c'est pour les vauriens comme moi et ceux qui sont tout puissants, eux, le droit ne s'applique pas à eux. Non, le droit s'applique à nous tous. Et plus sévèrement à ceux qui ont le pouvoir. D'accord. Au point 3, ils disent, excusez-moi, faire appliquer au titre de la hiérarchie des normes juridiques les sanctions prévues par les articles, on en a parlé ici, les 24 et 26 de la charte africaine de droit et suite. Au point 4, ils disent traduire devant les juridictions compétentes de l'Union africaine les personnes ayant participé au changement anticonstitutionnel de gouvernement au Togo. Je souris. Non, tel que défini par l'article 3, article alinéa 5 de la CADEC et conformément à l'article 25 de cette même charte. Je souris. Non, ne souriez pas. Vous savez ce qui est beau dans ça, c'est que c'est un texte que le Togo a contribué à adopter. Et dans nos pratiques, on a l'impression que, comme on le voit au plan local, on prend des textes, on ne les respecte pas, on se croit tout puissant. Alors qu'en réalité, à un moment donné, on se fait prendre à son propre piège. Parce qu'on veut paraître
Sauf qu'à un moment donné, il faut être. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont mis là-bas, ce ne sont pas leur bonne volonté. Il y a des deux fleurs d'âme, des coucous, il y a les îles, il y a des deux fleurs de neuf pour nous. Il y a encore sécurisé live, il y a des deux fleurs d'âme pour nous. Nous pour nous, il y a 11 de live à me gomme, 11. C'est un coucou gardem là. Il faut qu'on le corrige. C'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui, en son article 24 et 25, a donné ça comme sanction en cas de violation de l'article 23. Donc ce ne sont pas ces organisations qui expriment leurs vœux. Ce ne sont pas ces organisations qui peut-être m'ont vu quelque part et on dit « Ah, ce qu'il dit là est censé, donc on va le dire aussi. » Non, c'est un texte que le Togo a adopté. Et justement, quand on parle du caractère des conventions, c'est que les conventions sont au-dessus de nos textes, à commencer par notre constitution. Vous en avez beaucoup parlé. Justement. Et donc, à juste titre, cette disposition de ces conventions, aucune initiative, aucun texte, aucune application en droit togolais ne peut être contraire à eux. Dès qu'une application est contraire à eux, la sanction qu'ils ont prévue s'applique. Maintenant, c'est normal en tant que Togolais, en tant qu'Africain de se dire, est-ce que c'est possible? Oui, ça doit être possible. Si aujourd'hui, on peut condamner à Takpamé des jeunes qui ont prétendu que quelqu'un a volé leur sexe, pourquoi est-ce que sur la base des mêmes textes, de la même loi, on ne peut pas condamner des auteurs d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement? Et ces gens-là, moi je veux vous faciliter la tâche. Vous voyez tous les députés qui étaient à l'avant-dernière législature, qui ont adopté ce texte, eux tous, ils sont considérés comme des gens qui devront être traduits devant des juridictions au vu de l'article 24-25. Qui a promulgué ce texte, Fonia Singbe, il devra être aussi considéré. Maintenant, à partir de l'adoption ou de l'effectivité de ce texte, il faut maintenant poser les bonnes questions. S'il y a changement anticonstitutionnel de gouvernement, ça veut dire que tout ce qui est en place aujourd'hui est anticonstitutionnel. Nous allons aussi en reparler. Voilà. Dans votre... Donc, il faut qu'on le comprenne. Mais il faut que je vous rappelle aussi qu'un tribunal décide de juger des jeunes qui estiment, qui ont à tort avoir subi un vol de leur sexe, c'est mineur. Non. Je vous rappelle juste l'ex, c'est de l'ex. Alors qu'au Togo aujourd'hui, bon, c'est vous le juriste, mais il y a des grosses affaires sur lesquelles la justice togolaise semble bien évidemment, on a les gens qui ont été torturés, on a les gens qui ont fait l'objet de violences sexuelles, qui ont porté des plaintes, mais le procureur il est resté muet jusqu'à ce jour. C'est des évidences. Mais au même moment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'État togolais s'est engagé la responsabilité quand il s'agit des autres. Mais quand c'est nos gouvernants, leur responsabilité n'est jamais engagée. Yamudo les tapoter l'olé tapoter. Yamudo au moins 11 années. Monsieur Kofi il a 11 années angle de Kakosia. Yang 11 de elle m'a me gommé. Elle m'a les deux jours mati d'aller lo ni formule mais deux jours ne mi le suivre moi et 11 à combien il fleur la me laisse ne pour mi le pour et 11 à tangle mi mangle bon. Et ça, c'est un exemple illustratif. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu agir depuis, mais on se tait parce que ceux qui sont accusés incarnent l'autorité de l'État ou sont présumés avoir agi pour le compte et l'intérêt de nos gouvernants. Donc, face à l'injustice, vous optez pour l'optimisme du droit. Ce n'est pas que j'opte pour ça. Si aujourd'hui, les Togolais s'étaient résignés parce qu'on a une justice en laquelle on ne fait pas confiance, et ils supposaient qu'il ne fallait pas aller à Abuja, on n'aurait pas la situation qu'on a aujourd'hui devant nous. Alors, au point 5, ils appliquaient à l'encontre du pouvoir togolais des sanctions prévues par l'article 5 alinéa 1 de la CADEC qui prévoit une suspension des droits de participation de l'État aux activités de l'Union africaine. Bien évidemment, c'est aussi une disposition. Et cette disposition, ce n'est pas nous qui l'avons créée.
Elle est là et c'est au Conseil de paix d'activer. Maintenant, je disais que le Conseil de paix, peut-être qu'il pouvait feindre, n'être pas au courant. Maintenant, il est au courant. Maintenant, il est au courant avec ce courrier. Alors, aussi, se disent exhorter le gouvernement togolais à organiser des programmes et activités dans le but de promouvoir, défendre les principes démocratiques de bonne gouvernance et de paix, conformément à l'article 12 du cadre. Quel gouvernement issu de quelle constitution? La première question, elle est celle-ci. En termes de, je veux vous répondre, mais sous forme de question. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un problème au Togo. Et si on active l'article 24 et l'article 25, c'est que on doit mettre en place un gouvernement de transition au Togo. Et justement, ce gouvernement de transition qui sera mis au Togo doit pouvoir prendre en considération ces recommandations. Mais il n'a pas dit comme ça. Non, c'est ce que je vous dis. Vous allez voir qu'ils ont listé. Donc, retenons qu'ils ont listé là-bas en suivant une logique. Et leur logique, en mettant là-bas, c'est justement que le gouvernement, quand on parle de l'article 25, ça veut dire que les putschistes ne sont pas autorisés à être dans la transition même ou à prendre part aux élections. Donc ça veut dire que le gouvernement de transition qui sera là doit prendre en compte ces mesures. C'est-à-dire, c'est arrivé, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, en vous demandant si c'est possible. Oui, c'est donner l'opportunité de faire comprendre aux Togolais que même un ministre, on peut l'attaquer en justice quand il ne respecte pas la loi. Faire comprendre aux Togolais qu'un président peut se retrouver en prison. Les gars comme l'ancien président brésilien, Lula, il a fait la prison ou pas? Et son successeur. C'est-à-dire, quand on vous reproche des choses et que la loi permet de vous condamner et que vous les avez fait, vous êtes condamné à juste titre. Mais le plus important pour nous, c'est de s'assurer que la loi prévaut et que nul n'est au-dessus de la loi. Et donner la possibilité à tout un chacun d'aller devant ce tribunal et de se défendre. Ce n'est pas que on a dit de les condamner d'office. Et c'est pour éviter toute impartialité qu'on demande de les envoyer devant les tribunaux de l'Union africaine. Si on avait dit par exemple aujourd'hui, je suis d'accord que demain si on prend une transition au Togo et qu'on met en place une juridiction spéciale comme les gens l'ont fait dans certains pays où tout le monde qui va là-bas est forcément coupable de quelque chose, ça ne va pas aller. Donc il faut offrir les conditions d'une juridiction transparente. Ça veut dire aussi que sur des cas comme ça, sur ce cas spécifique, on peut créer une juridiction spéciale pour connaître. Dans tous les cas, moi, je vois quand même une contradiction béante ici quand on dit rester le gouvernement togolais. Non. Organiser des activités de promouvoir la défense. Quand vous retournez, ce que vous êtes en train de dire, en fait, si vous aviez la CADEC devant vous, vous n'aurez pas à le dire. Pourquoi? Parce que, en réalité, la CADEC va même très loin pour dire que même quand un État est sanctionné, c'est-à-dire pas seulement en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, quand un État membre de la CADEC est sanctionné pour des violations des droits de l'homme, la CADEC doit s'assurer que malgré sa sanction, malgré qu'elle ne soit pas dans les instances, elle doit aller s'assurer qu'elle met en œuvre ses recommandations et protège les droits fondamentaux. Comprenez? Et techniquement, quand on active l'article 25, c'est que, de fait, les, entre guillemets, putschistes ne peuvent plus diriger une transition ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas dit que le Togo, ou en activant la CADEC, on n'a pas dit que le Togo n'aura plus de gouvernement. Non. Mais ça veut dire que quand l'Union africaine, le Conseil de paix veut activer la CADEC, il faut qu'on mette en place des structures dans ce sens. La particularité du contexte togolais, c'est justement que c'est toutes les institutions qui sont concernées. Et donc, ça veut dire que le Conseil de paix doit pouvoir s'asseoir avec les acteurs togolais pour dire il nous faut un parlement de transition, il nous faut un gouvernement de transition, et avec une feuille de route établie, dont l'objectif premier sera de redoter le pays d'une constitution. Voilà. Mais dans ça, avant même qu'on ne dote le pays d'une constitution, puisqu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement, ça veut dire qu'on doit retourner à la dernière version de la constitution de la 4e République. Alors, en retournant à cette dernière version de la
4e République aussi, cela ne veut pas dire que les sanctions déjà prises contre les putschistes ne vont pas, ça va toujours s'appliquer. Et même ceux qui fuyaient la limitation de mandat, par quelque magie que ce soit, en retournant à cette version aussi, ils ont déjà fait 2 mandats, ils ne peuvent plus être candidats. Alors, au point 7, ils disent faire un plaidoyer pour la création d'un mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur le Togo, étant donné les violations graves et récurrentes des principes démocratiques et des droits humains stipulés dans les textes internationaux et régionaux auxquels l'État du Togo est parti. Donc, vous le dire, est-ce qu'il veut dire indirectement que depuis que ces choses se passent au Togo, les Nations Unies ne savent rien? Il faut créer un cadre pour qu'il y ait un rapporteur? Non, en fait, il y a ce qu'on appelle les rapporteurs thématiques. Okay. Et donc, les rapporteurs thématiques sont déjà au courant de plusieurs violations des droits de l'homme au Togo, tout ça là, et en parlent. Mais c'est dans le cadre thématique. Sur la liberté d'expression, sur la détention, sur la torture. Il y a toutes ces informations et les rapporteurs en parlent. Ouais. Sauf que ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est un rapporteur spécial pour le Togo. C'est une chose différente. C'est-à-dire, ça veut dire qu'un rapporteur thématique, il couvre un thème. Ou bien, parfois, on peut avoir un rapporteur qui couvre l'Afrique en général sur une question. Mais ce qu'ils demandent ici, c'est un rapporteur spécial pour le Togo. Donc, il doit travailler avec tous les acteurs. Il doit faire le suivi de la situation des droits de l'homme au Togo et mettre cela à la disposition des organes compétents assez régulièrement sur ce qui se passe au Togo. D'accord. Au point 8, ils disent amender le protocole A/SP 1 de 1er janvier 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO en introduisant une disposition limitant les mandats des détenteurs de pouvoir exécutif à 2. Est-ce que cela a rapport avec ce texte que le Togo avait refusé de voter? Bien évidemment, cela a un rapport. Mais la vérité, c'est aussi que quand vous lisez l'arrêt, vous comprendrez que pourquoi le juge a finalement retenu l'article 23, c'est parce que les pas posés par le gouvernement togolais l'ont conduit à cette conclusion. Ce sont les éléments, c'est sur le chemin du crime, ce sont les éléments constitutifs. Et donc, c'est ce qui l'a mené à cette conclusion. Et la vérité, il y a un extrait, le professeur Topanou a fait une sortie il y a quelques jours de cela sur les transitions en Afrique, tout ça. Et il disait, avec toute la peine, que aujourd'hui, dans tout le continent, peut-être 1 ou 2 pays du monde anglophone pouvaient encore perdre leur temps à parler des difficultés liées à la démocratie ou à vouloir faire croire qu'il n'y a pas un lien entre la démocratie et le développement. Mais malheureusement, dans tous les pays de l'espace francophone, c'est ce qu'on tente de nous vendre au motif d'un certain... ils l'ont appelé sur... il y a un terme qu'ils ont... contextualisation. Et tout ça, en fait, c'est des artifices juridiques et autres pour pouvoir juste rester au pouvoir. Il faut arriver aujourd'hui à définir que dans l'espace communautaire, on ne peut pas être à la tête d'un État durant plus de 2 mandats. Vous avez vu aujourd'hui, dans nos pays, il y a une tendance. Les gens, avant, avaient 5 ans pour le mandat. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, que 5 ans, c'est peu, il faut aller à 7 ans. Des gens qui disent non, on va rester dans ce débat, alors qu'en réalité, on a également une jurisprudence à côté qui nous montre que 5 ans soit peu ou pas, 5 ans suffit quand même à donner un signal. Et nous avons ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ça veut dire que quand l'État ou le pays est dans un sens, ce n'est pas possible que quelqu'un vienne et casse tout et reprenne dans une autre direction. Ce sont ces valeurs-là qu'on doit avoir. Donc ce n'est pas une affaire de le temps où j'ai duré au pouvoir, mais la vision du pays qu'on veut tous atteindre. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. Alors, je rappelle, pour terminer cette première partie, qu'il y a des organisations de la société civile togolaise qui sont signataires de cette lettre adressée à la commission de la CEDEAO, parce qu'il y a Synergie Togo, Togo Debout, tournant la page, Togo Debout USA et ainsi de suite. Madi Jabakate, merci d'avoir répondu à mes questions sur cette première partie. On marque une pause et on revient pour la suite.
encore pour serait partie de l'émission. Alors, je vous lis dans votre introduction. Alors, vous dites le refus de comparaître durant presque 2 ans, 2 ans et 5 mois d'occultation, puis un communiqué de circonstance. Cette conséquence temporelle n'est pas un simple épisode communicationnel. Elle pose d'abord une question qui traversera l'ensemble de cette réflexion. Que se passe-t-il lorsqu'un État parti à des traités internationaux librement ratifiés est confronté à une décision de justice qui lui déplaît et choisit la tactique du déni plutôt que celle de l'assumer? Que révèle ce déni sur la conception que le pouvoir se fait de ses propres obligations internationales et plus profondément sur la place qu'il assigne au droit dans l'architecture du gouvernement? Je vous laisse faire votre propre commentaire. Est-ce que j'ai encore à commenter? En réalité, puisque vous avez écrit, vous l'avez développé après, donc je vous laisse l'expliquer. Les Togolais n'auront pas tous accès à votre tribune. Non, ma tribune, elle est là. Les Togolais peuvent avoir accès, sauf ceux qui ont la paresse de lire. Sinon, elle est là. En fait, ce que je veux dire, il est très simple. Cette réaction du gouvernement qui fait, et dans des conditions entre guillemets occultes, veut dire beaucoup sur la nature même du gouvernement qu'on a. Parce que ce gouvernement, il avait la possibilité d'aller devant le juge et même de dire au juge qu'il est incompétent pour connaître de cette affaire. Il avait la possibilité, après qu'on lui ait communiqué les arguments de la LTDH et des 13 autres, de faire ses observations et d'envoyer devant le juge. Mais il a choisi de ne pas le faire. Et pourtant, ce juge-là, ce n'est pas moi, ni vous, qui aviez décidé qu'il soit là. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres que le système qui dirige le Togo, au moins, est en place depuis 1967. C'est eux qui ont créé la CEDEAO. C'est eux qui ont contribué à mettre en place cette juridiction régionale. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est eux qui, il y a quelques semaines, ont proposé un Togolais pour être nommé juge à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc ça veut dire que c'est une juridiction que ce gouvernement ou cet État a consenti. Ce n'est pas parce que la juridiction lui donne tort ou parce qu'elle craint qu'il y a une situation où elle n'a pas d'argument qu'il faut boycotter. C'est vrai que les juridictions internationales n'ont pas la même force que nos juridictions nationales. Imaginez vous-même en tant que citoyen que vous êtes convoqué à la justice et que vous ne vous présentez pas. C'est un mandat d'amener que l'État va activer pour venir vous prendre là où vous êtes. Dans ces conditions que l'État même refuse de participer. C'est pour ça justement qu'il faut qu'on voit la nature de cet État. Et ça confirme la conclusion de la Cour. C'est des gens qui n'ont rien à cœur de la Constitution ou des textes applicables. Sinon, ils auraient répondu devant la Cour et ils auraient pu faire valoir leurs arguments devant la Cour. Donc, c'est ce que je veux que les gens comprennent déjà. Maintenant, quand cette décision est prise, je suis désolé pour l'État togolais. Les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours. Ils rendent une décision, elle est finie. Maintenant, au lieu de venir et de donner une réponse par rapport à ce que la Cour a dit, ils viennent maintenant tergiverser sur la forme. Ils viennent parler de compétences, de domaines d'intervention. Nous allons parler durant l'émission en tout cas. Donc, justement, c'est pour montrer aux uns et aux autres que l'État togolais, par nature, est hostile au droit. Non, vous n'allez pas dire ça. Je vais le dire. S'ils étaient respectueux du droit, ils allaient répondre devant la juridiction. Bon, supposons que... Non, je pense que l'État togolais a déjà répondu. Non. Devant la juridiction. Non. Sur des affaires... Non, vous savez... L'affaire Pacha, il y avait... Non, l'affaire Pacha, la recommandation de la Cour de l'affaire Pacha, est-ce qu'ils l'ont appliquée? Non, mais au moins, ils sont allés quand même... Soyons conséquents et logiques.
les recommandations ou les décisions de la Cour concernant la libération de Pacha, est-ce qu'elle a été appliquée? J'ai parlé tout à l'heure de ces enseignants qui sont réduits à eux-mêmes et à la misère, juste pour avoir exercé le droit de s'organiser en syndicat. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça, vous savez, on n'a pas envie de montrer de la main gauche notre maison. Mais il ne faut pas avoir une fierté mal placée et après sonner à la lie. Parce que si nous, on va continuer par se dire que c'est chez nous et que ce qui ne va pas, on va le cacher aux gens à l'extérieur, nous-mêmes, on finira par être victimes de ça. Vous croyez que les efforts, tout ce que je fais là, je le fais justement, non pas parce que je suis une victime, mais je le fais parce que si je ne le fais pas pour les victimes, demain, quand je serai victime, il n'y aura personne pour le faire pour moi. C'est aussi fondamental que cela. Quand vous prenez l'État togolais sous plusieurs de ces aspects, il faut avoir le courage de pouvoir dire ce qui n'est pas. Quand je suis ici, quand moi je me réveille, je pense à des gens comme Omolu qui sont en détention jusqu'à ce jour. Quand je pense à Dame Nyakade, quand je pense à des gens qui ont même été libérés, mais qu'on refuse de laisser à la prison. Quand je pense à Tao, qui a été kidnappé et jusqu'aujourd'hui les gens n'ont pas accès à lui, vous pensez que je peux avoir le courage de dire que le droit est respecté au Togo? Et d'où mon inquiétude quand dans une émission précédente, vous croyez encore au droit. Je vais continuer par croire au droit. Parce que je dis le plus souvent aux gens que ma liberté d'expression, ce n'est pas le gouvernement togolais qui me l'octroie. C'est moi en tant que citoyen qui exerce ma liberté d'expression. Et quels que soient les moyens qui seront mis, je vais continuer par la revendiquer. Mais c'est pas parce que moi je parle et qu'on ne me met pas en prison que je vais gaillardement dire qu'au Togo, il y a la liberté d'expression. Non. Parce que je connais d'autres gens aussi qui parlent et qu'on les arrête, qu'on les torture. Mais je ne vais pas me fonder sur mon exemple à moi seul pour conclure qu'on peut parler au Togo. Non. Je sais les risques que je prends en parlant, mais au même moment, je dois le faire. Parce que si je ne le fais pas, on est tous foutus. Et c'est ça le danger dans lequel on est. Et quand on parle de droits de l'homme, ce matin même, je pensais, et j'ai essayé de faire une rétro. Je vois quelqu'un comme, quand on a parlé de cette affaire d'incendie d'un marché de Lomé, et qu'on a mis des gens en détention juste parce qu'ils sont de l'opposition, les Uruako Tchanyao, les Gérard Radja. Tout ça, ça montre que non seulement l'État togolais, mais la justice togolaise ne protège personne. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais ont perdu confiance en la justice togolaise. Beaucoup de Togolais ne veulent même pas saisir cette justice parce que ils sont déjà convaincus de ce qui va en sortir. Et quand on va continuer à cette allure, le danger, c'est qu'à un moment donné, les gens vont se faire justice. Ce qu'on ne souhaite pas déjà. Voilà. Et justement, pour que ça n'arrive pas, la justice togolaise doit regagner la confiance des Togolais. On nous a enseigné en faculté de droit, et on l'a vu dans d'autres pays, qu'il y a 3 pouvoirs au moins. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont indépendants les uns des autres. Mais quand vous vous retrouvez dans un contexte où vous réalisez que le magistrat, en fait, c'est un garçon de course du président de la République, où est votre droit, où est votre protection? Et ça, est-ce qu'on va se taire sur ça? Ou parce que moi, j'ai été à la justice 1 ou 2 fois. Peut-être qu'on a vu ma tête et on s'est dit, bon, lui, c'est un cas social, il vaut mieux régler le problème comme il faut. Et je vais dire que la justice est meilleure au Togo. Non, ce serait de la mauvaise foi. Alors, au point C de votre tribune, vous évoquez la réponse du gouvernement parce qu'ils ont répondu ils ont été interrogés par le confrère de Savoir News. On ne sait pas exactement qui a répondu. Alors, mais vous dites ce que le communiqué du gouvernement permet de dire. Que dit le communiqué du gouvernement togolais sur le point précis où la Cour a prononcé sa conclusion la plus grave? Rien. Il ne cautionne jamais la qualification de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Pire, il affirme à l'inverse que la réforme a fait l'objet de consultations des forces vives et de débats publics aussi ouverts que contradictoires à l'Assemblée nationale. On peine à concilier cette affirmation avec la réalité d'une Assemblée nationale sortante où l'opposition ne pesait pratiquement rien
votant dans l'urgence un texte qui redessinait toute l'architecture du pouvoir sans qu'aucun référendum, aucune consultation citoyenne réelle ne vienne jamais valider ce basculement auprès du peuple togolais lui-même. Mais je vous rappelle que l'Assemblée nationale qui a validé cette constitution vient de 2018 2019. 2018, oui, 2018, où l'opposition radicale a boycotté les élections. Bon, en termes d'adjectifs de l'opposition, ça c'est un autre débat. Maintenant, disons-nous une réalité très simple. On était dans une crise politique où justement la CEDEAO était intervenue. Où la CEDEAO, à un moment donné, voulait forcer les acteurs de l'opposition togolaise à boire jusqu'à la lie. Et ils ne voulaient pas. Et la CEDEAO a fermé les yeux pour laisser le gouvernement togolais finalement organiser ses élections à lui seul. Et vous savez ce qui est beau au Togo? Des fois, je dis aux gens que je remercie Dieu d'être né au Togo et je remercie Dieu de vivre au Togo. Parce que je vois tellement que après je peux en rire. Vous vous souvenez d'un certain indépendant de la V comment il s'appelle même? L'actuel ministre de la Justice. Je pense que le nom m'échappe aussi. Ça a évolué quand même. Oui. C'était justement ces gens-là qui étaient de l'opposition ou indépendants avec lesquels le Parti Unir est allé aux élections. Et après, ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont fait leur micmac. De notre regretté feu Abbas Kaboua, aussi avec tous les adjectifs qu'on pourra lui donner. C'était avec ces gens que l'opposition et le pouvoir a dit qu'il est allé avec une opposition aux élections. Et justement, Abbas Kaboua disait que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, soyons conséquents envers nous-mêmes. Moi, j'ai une carte de la classe politique togolaise. Et si je me réfère à ce qui s'est passé en 2017 jusqu'à 2018, je peux dire que sur la base de cette carte, les forces politiques du Togo n'ont pas voulu prendre part à cette élection. Le gouvernement est allé seul. Donc ça veut dire que c'est une assemblée monocolore telle qu'on l'a connue au début des années 2000. Je ne fais que dessiner, c'est factuel. Ils sont arrivés, ils ont dit, ok, c'est à cause de l'opposition que nous, on n'arrivait même pas à faire de révision constitutionnelle pour ramener la limitation de mandat. Et finalement, ils ont ramené la limitation de mandat à deux. Et tout le monde a insulté les opposants que c'était eux qui empêchaient. Maintenant, ce même groupe se réveille pour dire non, que le Togo a raté beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas le régime parlementaire et que c'est ça qu'il faut faire. Quand vous voyez tous ces signaux, la composition de l'Assemblée, la composition de la CENI et autres, vous comprenez directement qu'il y avait un problème. Mais le gouvernement togolais aujourd'hui essaie de partir, de parler, alors qu'il pouvait parler devant le juge. Il n'est pas allé parler parce qu'il défend ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait ça à travers le parti UNIR, qui est toujours aux affaires aujourd'hui. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ne s'adressent pas aux juges de la CEDEAO. Ils s'adressent aux Togolais pour leur dire que nous, on s'en fout de ce que le juge a dit. Et ce n'est pas la première fois que le juge a parlé, nous, ça ne nous a rien fait. On ne fera rien. Vous allez vous fâcher, mais vous ne ferez rien. C'est ce qu'ils sont en train de dire aux Togolais. Et c'est à juste titre que des gens comme moi, on veut leur dire, mais vous avez beau dire tout cela, nous, on va faire quelque chose. On va vous mettre face à votre réalité. On va vous expliquer ce qui se passe. On va vous expliquer les enjeux. Mais surtout, pas à eux seuls, aux Togolais. Parce que aujourd'hui, ils font tout ça et ils prétendent que c'est pour le Togolais. Il faut qu'on explique aux Togolais ce qu'il en est réellement. Ce qui est fait contre lui, prétendument pour lui. C'est dans ce rôle. Et c'est ça le rôle d'un intellectuel. Parce que dans notre société, on est arrivé à un niveau où les intellectuels ont été finalement compromis. On est rentré dans la compromission. Et il est urge très vite qu'on revienne. Vous savez, ce travail que j'ai fait, j'aurais pu me limiter juste à 4 pages
pour juste expliquer comme cela. Ça fait 30 pages. Hein, Mais si j'ai voulu faire un article qui va jusqu'à 30 pages, c'est parce que je veux que la postérité sache que lorsque cette situation s'est passée, il y avait des Togolais qui ont pris la peine d'en parler et de relever ce qui ne va pas. Alors, je veux que les Africains sachent que après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, les Togolais ne se sont pas tus. Mais est-ce que je dispose d'un autre moyen que ça? Non. En tant que citoyen, voici ce dont je dispose pour le moment. D'accord. Alors, au point B, vous parlez des fondements juridiques de contrôle de conventionnalité et vous faites mention de la Convention de Vienne sur les droits traités, mais il y a une partie que j'aimerais que vous développez, parce que je l'ai lu, je ne suis pas juriste. Le principe qui gouverne cette logique est aussi ancien que le droit international lui-même. Pacta sunt servanda. L'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dispose en ces termes clairs d'une clarté qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Ce principe de... Que Hersch. Ok. Il faut bien manger ma valeur hein. Considéré comme l'expression même de la fonction du droit sur la communauté internationale ne souffre pas d'exemption en faveur de la souveraineté constitutionnelle interne. Oui. Parce que en réalité, j'ai essayé de parcourir un peu les situations, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, pour voir un peu la tendance du droit international. Et quand on parle de convention, on parle de pacta sunt servanda. Donc ce sont des obligations qui nous lient. Et du moment où elles nous lient, nous ne pouvons rien invoquer pour nous soustraire à il fleur la médecine a mané pour nam de coucou garé n'y a qu'à s'excuser là vers n'y a continuer noir il fleur la médecine pour na coucou de mêler il kafla il koto me n'y a gloire les fifi a pas me n'y a gloire a pas coup de coup me n'y a gloire il a ma pour fleur les gelo y a pas coup de coup me n'y a gloire les n'y a ma pour n'y a qu'à s'excuser là vers quoi pena me le pour fleur ana me betam me vele pour na pena mi kaka pena me le tapoter depuis a penon depuis le tapoter na gbe o a penon keke nya senya sia à leurs obligations. Et donc l'obligation de la CADEG, c'est que on ne peut pas faire des changements des changements de la Constitution sans suivre certaines normes, sans suivre certaines procédures. Mais surtout, on ne peut pas changer la Constitution avec comme objectif de s'accrocher au pouvoir. Alors, c'est ça, le principe. La dernière fois, j'ai parlé ici de conventionnalité. C'est ce qu'il y a dans la charte en question. À partir du moment où elle est là, ça veut dire que nous ne pouvons trouver aucun argument en droit interne pour nous déroger à ces grands axes. Et c'est là où nous sommes liés et c'est là où, justement, le pacta sunt servanda nous tient. C'est comme un pacte auquel on a pris part. Est-ce qu'on va rompre le pacte? Le pacte nous dit on ne peut pas le rompre. Le pacte nous dit on ne peut pas le rompre. Mais aussi le pacte nous rappelle un élément important qui est celui de bonne foi. Vous avez peut-être lu ou quelque part le Togo disait qu'il s'était même retiré du protocole additionnel avant que les gens de la CEDEAO, avant que les gens de la saisissent. Voilà, ça c'est la mauvaise foi. Parce que quels sont les éléments pour lesquels le Togo se retire de ce pacte? Surtout qu'on savait que le protocole additionnel même, le Togo avait voulu refuser de le ratifier parce que justement c'est lui qui imposait la limitation de mandat. Vous voyez. Donc, c'est en fait un rappel à mes aînés, à mes promotionnaires et à ceux qui viendront demain que le droit international, le droit des conventions, il est là. Il n'est pas nouveau. Il ne faut pas se lever aujourd'hui et s'offusquer pour dire que c'est nous sommes Togolais. Pourquoi vous allez nous imposer quoi que ce soit? J'ai dit ces arguments de souveraineté là, c'est pour pouvoir faire de la pagaille en interne que les gens les utilisent. Parce qu'en réalité, notre souveraineté, c'est notre capacité à respecter nos engagements que nous avons pris. Et cette souveraineté dont on parle, ces droits dont on parle, c'est contre qui? C'est pour nos propres citoyens. Si on me dit de respecter les droits humains
c'est avant tout pour le Togolais. Et vous évoquez plus tard le côté humaniste du droit. Mais est-ce que c'est pour ça que vous dites que si une disposition constitutionnelle est incompatible avec un engagement international, cette incompatibilité ne libère pas l'État de ses obligations internationales. Le droit international est constant sur ce point. Et la jurisprudence de la Cour internationale de justice l'a réaffirmé à de multiples reprises. Ce n'est pas une invention de la Cour de la CEDEAO. C'est un principe structurel du droit international public reconnu depuis la consolidation du système westphalien lui-même, et que la Convention de Vienne n'a fait que codifier. Donc ça vient un peu corroborer ce que vous dites. Alors, au point 4, vous parlez du pouvoir constitutionnel. On en a beaucoup parlé ici. Pas besoin de revenir sur ça. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Vous dites, lorsqu'un État accepte volontairement des obligations internationales, il s'engage à ne pas exercer son pouvoir constitutionnel d'une manière conditionnelle avec celle-ci. C'est précisément la logique de la Charte africaine, la démocratie, les élections et de gouvernance qui interdit certaines modifications constitutionnelles lorsqu'elles compromettent l'alternance démocratique. Effectivement. C'est-à-dire, quand vous prenez l'article 23 de CADEC, les États africains ont convenu de dire qu'il y a des actes qui ne doivent pas être posés parmi les États membres. Donc ça veut dire que tous les États de l'Union africaine sont d'accord sur ce principe. Maintenant, si en interne, parce que quand je disais tout à l'heure, il est important de le faire, quand je disais tout à l'heure que je suis content d'être togolais et d'être né au Togo et de vivre au Togo, c'est parce que j'étais ici quand ce que j'ai appelé constitution de contrebande a été pris et on a tous crié au voleur. Et quelques jours après, un groupe de députés, soi-disant, allaient voir le chef de l'État d'alors pour lui présenter le document et que le chef de l'État leur aurait demandé de retourner pour une deuxième lecture, mais avant ça, d'aller en parler avec la population. Vous savez, soyons sérieux. Si ce qu'on appelle constitution, parler d'une constitution, parler de dispositions constitutionnelles, travailler la constitution, que quelqu'un s'assoit quelque part et fait, et on veut que les Togolais donnent leur assentiment. On a tous vu, peut-être que moi j'étais plus jeune, mais les archives sont là. Pour adopter la constitution de la 4e République, ce n'est pas une affaire d'une semaine. Il y a eu une constituante qui a été mise en place. Une constituante qui prenait en compte toutes les forces politiques du pays, qui est parvenue à un document. Et je ne vous le cache pas. Si on est même allé au référendum, comme le diraient certains acteurs, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une volonté d'aller vers un régime qui cassait ou qui amenuisait le pouvoir du président de la République. Et Yadema n'était pas d'accord. Donc, cette constitution d'abord a tenu à s'assurer que le président et le premier ministre soient là-bas. Et à titre d'exemple, pour les plus jeunes, c'est que quand même Yadema avait pris Edem Kodjo comme premier ministre, ils ont commencé par se bagarrer quelques mois après sur les compétences partagées qu'ils avaient. Et d'ailleurs, Yadema était obligé à l'époque de faire relire ces dispositions par le juge constitutionnel. Ça, c'est un autre débat. Et donc, ça montre qu'il y a eu tout un travail qui a été fait et que les Togolais ont reçu une explication. On a vu les gens retourner sur le terrain pour faire ce semblant de choses-là en cooptant des gens, en refusant même l'accès à d'autres citoyens dans ces milieux de venir prendre part au débat. Et c'est ça qu'on veut présenter aujourd'hui comme des consultations populaires. Quand même, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de pouvoir en nous, mais il ne faut pas insulter notre intelligence. Et donc, quand on tient compte de tous ces éléments, ce qu'ils ont oublié, c'est que les gens ont documenté tout cela. On sait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette affaire-là, le net s'est implosé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait Jerry Tama qui disait qu'il n'a pas voté. Et au même moment, on retrouvait qu'il y avait eu, et que tout le net ne votait pas d'ailleurs en bloc. Mais après, on a retrouvé des résultats qui montraient que le net a voté. On a vu des pauses qu'il a après supprimé, tout ça là, pour montrer que même l'adoption a posé
problème. Alors, quand vous voyez tout ça et vous analysez, vous comprendrez que il y a une minorité qui a décidé de confisquer la souveraineté togolaise. Et justement, les textes au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, nous ont fait comprendre que pour renforcer la démocratie, on doit éviter ces confiscations, on doit éviter ces pratiques. Et c'est pour cela qu'il faut les viser. Maintenant, si aujourd'hui, et puis dans cette affaire, je voudrais aussi dire aux Togolais que Dieu est avec eux. Pourquoi Dieu est avec eux? Parce qu'ils auraient pu à l'époque organiser un simulacre de référendum. Ils avaient tous les moyens pour proclamer le résultat qu'ils voulaient. Et ça aurait été validé. Puisque et aujourd'hui, la Cour n'aurait pas trouvé moyen pour dire qu'ils n'ont pas fait chose. Ouais. Mais comme Dieu est avec les Togolais, ce coup de force a échoué parce qu'ils étaient tellement pressés que eux-mêmes, ils ont laissé des signes. Vous savez, c'est un peu comme vous avez un voleur qui vient à la maison, il est tellement pressé, il veut faire vite rapidement. Et c'est là où il laisse tomber peut-être son porte-monnaie ou bien quelque chose et ça vous permet après de le retrouver. C'est dans un scénario similaire qu'on s'est retrouvé. Il y a eu des erreurs d'étape. Voilà. Et qui aujourd'hui permettent à la juridiction de pouvoir qualifier ce qui s'est passé. Alors au point D, vous parlez de l'exécution de l'arrêt comme une obligation internationale. Je me suis demandé si c'est possible. Et je vous cite vers la fin de ce paragraphe. Un État ne peut pas invoquer sa constitution, son pouvoir constituant, pour se soustraire aux obligations résultant des traités qu'il a ratifiés. La Convention de Vienne le dit, la jurisprudence internationale le confirme, la doctrine le reconnaît, seul le gouvernement togolais l'ignore. Alors, peut-être qu'il faut ici expliquer au Togolais, on en a parlé une fois, mais ce qu'est le pouvoir constituant, originaire et originel. En réalité, ce sont tous des termes ronflants pour mystifier l'opinion. Disons que, normalement, pour se donner une constitution, on doit mettre en place une équipe pour travailler sur un texte. Et c'est ce texte qui viendra être soumis. Voilà. Maintenant, il y a deux réalités. Quand vous prenez la constitution de la 4e République, on a deux possibilités. On peut amener le texte, si c'est juste un amendement de la constitution, on peut l'amener par référendum devant le peuple togolais ou carrément le faire adopter par une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais ce qui se passe ici, justement, c'est que on a carrément chamboulé le texte. On est parti d'un régime semi-présidentiel à la togolaise vers un régime parlementaire à la togolaise. Ce qui veut dire qu'on a changé la nature. Et ça, c'est automatiquement un changement de république. Et c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont été obligés de l'appeler Constitution de la 5e République. Ça veut dire qu'ils admettent que ce n'est pas une modification, ce n'est pas une révision de la Constitution.